merci, bonjour à tous. Donc, je vais apporter un peu mon expérience, mais pas forcément, je n'ai pas forcément la science infuse ni toutes les réponses à tout, comme le disait tout à l'heure Olivier. On a des pistes, on a des idées. Après, je pense que l'idée, c'est d'avoir une discussion justement sur comment on peut améliorer les choses, le parcours de soins du patient. Donc, voici mes liens d'intérêt. Donc, on l'a compris, la maladie de Fabry, c'est une maladie rare et visiblement sous-diagnostiquée. Sous-diagnostiquée parce qu'on n'a pas forcément, comme le disait tout à l'heure Olivier, tous les outils et on regarde pas forcément, on regarde principalement à la base l'hypertrophie, nous cardiologues, pour la suspecter, alors que ce n'est pas forcément le cas chez tous les patients. Et puis, il y a de l'errance diagnostique qui aboutit à potentiellement un diagnostic tardif qui peut limiter l'efficacité des thérapeutiques spécifiques. Et ça, c'est quand même important à avoir en tête. Donc, comment optimiser ce parcours de soins? Je vais vous parler du coup de sensibilisation et de formation des professionnels de santé et aussi du grand public, parce que forcément, il faut y penser, mais à la base, ce n'est pas forcément dans les centres de référence que se trouvent d'emblée les patients. Donc, pour y penser, il faut que tout le monde puisse y penser, sauf que c'est une maladie rare. Donc, les maladies rares, on ne peut pas toutes les connaître non plus. Il faut aussi voir si on ne peut pas standardiser mieux les protocoles de diagnostic, en tout cas les parcours de soins diagnostiques. Améliorer peut-être la coordination des soins des patients et appuyer la prise en charge globale via la multidisciplinarité. En effet, les patients n'est pas un organe, n'est pas plusieurs organes, il est tout un tout. Et il y a la composante psychologique, la vie avec la maladie qui sont à prendre en compte et qui conditionnent aussi l'observance et l'efficacité thérapeutique. Il y a le suivi personnalisé qui doit être régulier. Et ça, comment on peut améliorer pour que justement, avec cette régularité, on évite les échappements thérapeutiques et qu'on puisse agir plus rapidement quand il y a du changement. Améliorer aussi l'accès aux thérapeutiques spécifiques. Améliorer le soutien psychologique et social des patients. Appuyer l'éducation thérapeutique. Et puis, il y a aussi des outils nouveaux maintenant avec la télémédecine, la télésurveillance, qui peuvent être également des pistes pour optimiser ce parcours de soins. Alors tout d'abord, la sensibilisation et la formation des professionnels de santé. C'est vrai qu'on voit quand même qu'il y a une amélioration du diagnostic avec la formation, notamment, on parle beaucoup de la maladie de Fabry dans les congrès de cardiologie. On voit que l'atteinte cardiaque prédominante est de plus en plus suspectée chez nos confrères. Je ne sais pas si on a touché tout le public de tous les cardiologues qui peuvent voir les patients. En tout cas, je pense qu'il faut toucher tous les spécialistes, probablement aussi les médecins généralistes et le grand public pour pouvoir évoquer le plus tôt possible les éléments qui peuvent faire évoquer une maladie rare et notamment la maladie de Fabry et donc orienter les patients vers les centres de compétences ou de référence les plus proches qui vont permettre de pouvoir structurer, diagnostiquer et donc il faut qu'il y ait une visibilité importante, je pense, de ces parcours de soins au niveau des centres, des villes, parce que parfois, le centre de médecine interne n'est pas au courant qu'il y a déjà un parcours de soins Fabry dans une ville. Et puis, on peut avoir comme ça des patients qui passent par un circuit alternatif, voire qu'ils ont des dépistages présymptomatiques faits par le médecin généraliste, ce qui est complètement pas du tout recommandé. Et donc, il faut améliorer la visibilité sûrement des parcours de soins dans les grands centres. Et puis, il faut y penser dès l'enfance. Et les pédiatres sont forcément aussi en première ligne dans la formation, avec des signes évocateurs, que ce soit, d'autant plus s'il y a une histoire familiale, importance du diagnostic précoce des apparentés, d'autant plus que la maladie est déjà connue dans la famille, et aussi de rechercher avec un diagnostic, donc dépistage qui soit le plus complet possible. On se rend compte qu'il y a des familles qu'on suit depuis longtemps, et puis il y a des patients, des personnes qui sont passées à travers la raquette et qui, 10 ans ou 20 ans plus tard, reviennent avec les complications, et c'est dommage parce qu'on savait qu'il y avait la maladie de Fabry déjà dans la famille. Donc, connaître les signes d'alerte, on en a parlé tout à l'heure, hein, les acroparesthésies dans l'enfance, les AIT précoces, les angiokératomes, l'hypertrophie du ventricule gauche, mais aussi les anomalies électriques, les symptômes cardiologiques, éventuellement les signes à l'IRM. Ces patients qui peuvent avoir également une surdité, un contexte dépressif, qui peut être lié notamment aussi à des micro-AVC répétés qui sont passés inaperçus parfois. Il y a ces troubles de la sudation et puis il y a une fatigue générale et souvent un retrait un petit peu psychosocial du fait de ces acroparesthésies. Il y a un isolement qui peut se créer.
Donc, pour standardiser le protocole diagnostique, j'ai été refaire le point avec le PNDS Fabry qui a été publié en 2021, qui recommande de confirmer le diagnostic ou de l'infirmer par des examens biochimiques et génétiques. Donc, le biochimique, c'est l'activité alpha-galactosidase A chez l'homme notamment, ou le génotypage donc, du gène GLA, mais que ce soit réalisé dans des laboratoires spécialisés. Qui dit laboratoire spécialisé dit aussi centre expert, de manière à pouvoir également répondre aux patients par rapport à cette évaluation de diagnostic que l'on va faire. C'est comme un test génétique quand on fait un dosage d'alpha-galactosidase A et qu'on suspecte la maladie de Fabry. C'est important de pouvoir répondre aux patients sur qu'est-ce que c'est cette maladie, quelles sont les implications, les thérapeutiques qu'il peut y avoir derrière, quel va être éventuellement le retentissement sur le patient et sur sa famille. Donc il est important de pouvoir répondre de manière adaptée. Et puis, c'est pour ça que le dosage, y compris le dosage biochimique, je pense, devrait être réalisé de préférence dans un centre expert pour pouvoir apporter un maximum d'informations aux patients et puis faire un rendu qui va être également effectué par le praticien qui a reçu le résultat et éviter les sources d'anxiété qui peuvent se faire si le patient va regarder sur les réseaux sociaux qu'est-ce que c'est la maladie de Fabry, etc. et fait son enquête par lui-même. Pour ça, je pense que c'est sûr que les centres de compétences et de centres de référence ne peuvent pas forcément recevoir tous les patients, mais peut-être qu'en développant la téléexpertise, on peut arriver à filtrer les patients qui seraient les plus à transmettre, finalement, à évaluer pour rechercher cette maladie de Fabry. Et puis, donc, quand on a fait le diagnostic, c'est important qu'il y ait un coordonnateur spécialiste référent qui va être le référent du patient, en quelque sorte, qui va chapeauter son parcours de soins, parce qu'on va faire une évaluation initiale des différentes atteintes d'organes, mais cette évaluation, elle doit être récurrente. C'est bien de faire l'évaluation cardiologique, néphrologique, neurologique, mais il faut qu'elle se répète dans le temps, parce que les choses peuvent changer. Il faut suivre l'évolution et donc il faut un peu un chef d'orchestre finalement qui va coordonner le parcours de soins du patient. Et si on est plusieurs à le faire, il faut qu'il y ait un leader quelque part qui va s'assurer que tout a bien été fait régulièrement. Parce que quand on est plusieurs, parfois on se dit chacun est un petit peu responsable et finalement on ne fait pas forcément les choses de manière suffisamment exhaustive. Et donc il va falloir explorer régulièrement. Il y a forcément des différents spécialistes en jeu, les neurologues, les cardiologues, les néphrologues, les généticiens, les ophtalmos, les ORL, parfois les pneumos, puisqu'il peut y avoir des atteintes pneumo, les digestifs. Et bien sûr, les généticiens, les internistes. Et donc, il y a un réseau pluridisciplinaire de soignants qui est important de créer et aussi de faire des RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaires de manière régulière, de manière à favoriser les échanges sur les patients, qui incluent également les non-médecins, que ce soit les conseillers en génétique, les psychologues, les infirmières. Il y a tout un réseau de personnes qui sont à l'appui des patients. Et derrière tout ça, il y a aussi le dépistage des apparentés à revoir, comme je l'ai dit, régulièrement, et puis éventuellement un conseil préconceptionnel. Donc c'est important que ce soit fait dans un centre qui maîtrise bien la maladie de Fabry. Donc, après, ce qui peut aider aussi à la coordination et le soin régulier, c'est que le patient tienne un cahier de suivi de sa prise en charge, qu'il puisse savoir où il en est dans ses rendez-vous, d'avoir ses résultats, bien sûr avoir peut-être des résultats sur son dossier médical partagé, et puis qu'il y ait un protocole de suivi déterminé dans chaque centre en fonction du niveau d'atteinte, peut-être du sexe, de l'âge, d'adapter les choses et d'avoir une espèce d'algorithme un petit peu qui permette de régulariser un petit peu les choses et de les rendre homogènes et d'avoir éventuellement, idéalement, une pratique assez homogène au niveau national. Et puis, il y a les reconvocations automatiques qui peuvent être très aidantes aussi parce que finalement, ces patients, ils peuvent être perdus de vue, ils peuvent ne pas revenir spontanément prendre les rendez-vous. Ça, c'est vraiment quand même délétère si on revoit une patiente de 35 ans, 5 ans après, avec de la fibrose à l'IRM. On aurait pu peut-être mettre en place le traitement avant si on avait vu des petits signes apparaître. Donc, c'est important de ne pas perdre trop de vue les patients. On sait qu'il y a des jeunes patientes qui ne se sentent pas concernées à 20 ans et qu'on ne revoit plus, on a du mal à les convoquer, elles ne reviennent pas au rendez-vous. Mais comment les sensibiliser un peu plus, peut-être via l'association, via les informations au grand public, pour que justement ces jeunes femmes n'arrivent pas au stade d'atteinte cardiaque alors qu'on pourrait anticiper un peu mieux les choses.
Et puis un suivi personnalisé, régulier, avec différents acteurs qui sont impliqués. On a dit le généraliste, le pédiatre. En effet, c'est des personnes qui sont là en première ligne auprès du patient, qui vont pouvoir référer le patient au départ, qui vont pouvoir le réadresser en cas d'aggravation des symptômes, signaler, alerter en cas d'événements particuliers, indésirables liés au traitement, etc. Donc c'est important qu'il y ait des échanges entre la ville et l'hôpital pour pouvoir agir et ne pas perdre de temps dans les prises en charge. Donc il y a tous les spécialistes qui sont impliqués. Il y a les services aussi d'hospitalisation à domicile qui peuvent faire des retours chez les patients qui sont perfusés tous les 15 jours. Et puis il y a l'association de patients. On a vu tout à l'heure la présidente nous exposer le point de vue des patients. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui reflète la nécessité d'une prise en charge vraiment globale du patient et pas que de sa maladie. Et comment améliorer l'accès aux thérapeutiques spécifiques? C'est sûr qu'il faut qu'on diffuse et qu'on encourage l'inclusion dans les essais thérapeutiques. Il y a des thérapeutiques innovantes qui arrivent. C'est important que les patients soient suivis au moins en alternance dans les centres d'experts pour pouvoir avoir accès à ces nouvelles thérapeutiques qui vont probablement peut-être changer la donne sur le pronostic et donc limiter la perte de chance en les référant régulièrement. Et puis donc il y a une importance du soutien psychologique et social, de pouvoir mettre à disposition, en tout cas pouvoir proposer un accompagnement psychologique aux patients, mais aussi à ses aidants, parce que ce n'est pas que le patient, ça peut être aussi la personne qui l'accompagne au quotidien. Il peut y avoir un besoin, il faut au moins le mettre à disposition. On ne l'impose pas, bien sûr, mais c'est quelque chose qui est important. Il y a des difficultés émotionnelles et sociales qui sont liées à la maladie ou aux complications. Il y a ce sentiment de culpabilité dont nous a parlé tout à l'heure la présidente de l'association, cette transmission. Et puis, il peut y avoir des groupes de soutien, des groupes de parole qui sont mis en place. On peut, au niveau local, organiser des choses et puis travailler sur tout ce qui va perturber le quotidien. L'éducation thérapeutique avec un programme d'éducation thérapeutique dédié au Fabry peut également être très intéressant. On a pu le mettre en place au niveau du CHU de Bordeaux. C'est important, je pense. Ça implique toujours la pluridisciplinarité dans l'évaluation. Les patients ont besoin de se rencontrer aussi et puis pouvoir s'autonomiser et vivre avec la maladie, limiter les conduites à risque. C'est le but de l'éducation thérapeutique. Ce n'est pas forcément d'empêcher les choses ou de faire peur, c'est de pouvoir accompagner et puis de donner une participation active aux patients dans sa prise en charge. Et puis qu'ils comprendre vraiment l'importance du suivi régulier dont j'ai parlé tout à l'heure avec ces jeunes femmes qui ne sont pas forcément suivies suffisamment et qui sont porteuses du variant. Donc c'est important de répéter les messages et quand on voit le patient, pas penser qu'au patient, mais reposer des questions par rapport à sa famille. Bien sûr, il y a la télémédecine qui va pouvoir nous aider. Est-ce que le suivi des biomarqueurs, notamment l'élévation de la troponine, peuvent être aussi des points d'alerte pour détecter précocement des changements. Et puis, donc des plateformes dédiées, que ce soit d'accompagnement des patients à domicile, de transmission des informations aux spécialistes, tout ce qui était l'expertise, je pense que c'est important, la gestion des rendez-vous. Et puis, donc, ce que je voudrais en ressortir, c'est que ces différentes approches, combinées les unes à côté des autres, peuvent probablement améliorer le parcours de soins, autant pour le côté diagnostic que pronostic, et le suivi régulier du patient qui est vraiment quelque chose d'important. Une fois qu'on connaît cette maladie, on sait qu'elle est évolutive, donc c'est important de pouvoir limiter les complications et adapter le traitement pour une meilleure qualité de vie. Donc pour ça, il faut une collaboration étroite entre professionnels, mais également entre spécialistes et réseaux de ville, avec un suivi régulier et des soignants experts de cette maladie qui sont également impliqués. Donc pour ça, il faut forcément aussi des ressources, il faut déployer de l'information et il faut, je pense, travailler à comment on peut améliorer justement cette transmission de l'information pour y penser. Et puis, il y a les aidants, et je pense qu'il ne faut pas les oublier. Il y a les accompagnants qui, soient ou pas également atteints, ils sont également touchés par, finalement, les diagnostics. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup Patricia. Donc, je suis Thibaut Damy du centre de référence de Créteil Henri Mondor. Donc, je suis très heureux de participer à la discussion. Et effectivement, le terme optimiser le parcours de soins, c'est toute la question. Et tu as très bien montré, une fois que le diagnostic est fait, comment optimiser la prise en charge de ces patients avec bien sûr le diagnostic, mais surtout donc, la prise en charge en soins multidisciplinaires et même l'accès aux thérapeutiques et au télémonitoring, je veux dire, à la maison. Mais une des phrases, une des diapos clés que tu as mis au début, c'est bien sûr le diagnostic. Et on voit bien, tu as bien parlé qu'il fallait connaître les symptômes et donc travailler avec les médecins de ville et le grand public, c'est ce que tu as mis. Mais comment optimiser cela? Parce qu'avec les 6000 maladies rares, comment on peut optimiser cela? Est-ce que tu as des pistes en attendant les questions? N'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Patricia, comment tu vois la chose pour l'avenir, pour faire mieux? Parce que souvent, finalement, les patients sont diagnostiqués un peu par hasard, on va dire, dans les centres de référence, où ils sont adressés dans les centres de référence pour diverses choses, mais ils ne sont pas adressés le plus souvent pour une suspicion de Fabry par le médecin généraliste ou le cardiologue de ville. Comment tu vois les choses, en fait? Comment on peut faire pour progresser? Je suis d'accord que c'est pas simple parce qu'en fait les symptômes ne sont pas forcément particulièrement spécifiques d'une maladie en particulier. Il y a beaucoup de maladies rares. On ne peut pas connaître tous les symptômes de toutes les maladies rares. Mais peut-être quand on a un symptôme qui n'est pas expliqué par quelque chose de bien précis, avoir ce message auprès du grand public et auprès peut-être des généralistes de chercher auprès des centres qui connaissent les maladies rares, justement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière, en fait, qu'on puisse les aider un peu plus facilement. Parce que s'ils restent au cabinet du patient, au cabinet du médecin généraliste, il n'arrivera jamais au diagnostic. Donc l'idée, c'est de peut-être... je ne sais pas si on peut faire des red flags pour chaque pathologie, mais peut-être avoir des flyers ou des représentations qui permettent d'avancer sur les maladies qui ont un impact thérapeutique aussi, parce que quand il y a un traitement... Il y a un impact thérapeutique. Bah oui, c'est ça. Il faut faire les choses. Alors, je sais pas, Olivier et Albert, vous êtes des grands spécialistes du Fabry. Comment vous voyez les choses pour essayer d'avancer sur ça, en fait? On a beaucoup avancé. Il y a encore quelques années, je ne crois pas qu'un seul cardiologue de ville sachait ce qu'était qu'un Fabry. Mais d'ailleurs, beaucoup de cardiologues hospitaliers ne le soupçonnaient pas non plus. On a quand même beaucoup avancé en ce sens que même des gens qui ne voient jamais de Fabry, ils pensent au Fabry. C'est déjà pas mal. Alors ensuite, les signes cliniques, on ne va pas tous les mettre. Il faut en sélectionner quelques-uns qui sont frappants. Et ça, c'est un travail de longue haleine avec, effectivement, comme tu dis, des flyers, des EPU, ce qu'on fait aujourd'hui, au fond, et ce qu'il faut faire mieux et plus. Et peut-être que les associations de patients ont un certain pouvoir pour faire passer certains messages. Mais en tout cas, ça montre une chose, c'est qu'on est parti de rien. Il n'y a pas plus de Fabry aujourd'hui qu'il y en avait. On a peut-être plus de reconnus, mais pas plus de... Voilà. Et pourtant, on est arrivé à faire en sorte que les gens soient, sensibilisés à l'affaire, on va dire. Sensibilisés à l'affaire. Même si, bien que Et moi, j'ai quelques cardiologues qui m'ont envoyé des suspicions de Fabry et certains confirmés. Donc ça finit par fonctionner, il faut un peu du temps, quoi. Mais dans votre expérience, moi dans mon centre c'est ça, on trouve plus de Fabry en faisant du NGS sans y avoir pensé qu'en l'ayant pensé initialement. C'est-à-dire ceux à qui on suspecte le Fabry vont pas forcément avoir un Fabry à la fin, dans notre expérience, et il y a plus de patients découverts fortuitement en NGS ou de patientes. Est-ce que vous partagez la même chose? Donc est-ce que promouvoir en fait finalement des tests génétiques, et notamment le NGS, qui est un énorme filet de pêche, à tous les patients qui ont une CMH, ce n'est pas finalement la meilleure solution? Je pense qu'il y a différentes manières de faire le diagnostic. Et en effet, moi, j'ai quand même remarqué que les diagnostics récents qui ont été faits sur la région, c'est plus des cardiologues qui, à force d'avoir l'information, ont fait le diagnostic, mais pas forcément sur la génétique. C'était plus sur l'aspect à l'échographie, l'électrocardiogramme, l'histoire clinique, l'IRM. Et par contre, je suis d'accord que quand on prend en charge beaucoup de patients amylose, il y a des formes amylose-like. Et donc, on peut diagnostiquer des Fabry quand on fait un panel génétique sur un patient qui a une hypertrophie un peu diffuse. Et donc, forcément, on peut en repêcher, entre guillemets, une partie de ce côté-là aussi. Donc, finalement, c'est une combinaison de ces différents
méthodes d'approche du diagnostic qui permettent d'en diagnostiquer plus. Et on voit qu'on a progressé, et je suis entièrement d'accord qu'on fait mieux qu'avant. Après, est-ce qu'on est encore on est au maximum de ce qu'on pourrait faire? Je pense qu'il y a encore du travail, et probablement qu'en sensibilisant un peu plus largement, on arriverait à être encore plus efficace. On voit qu'on a progressé sur le diagnostic de l'amylose, donc on doit pouvoir aussi être plus précoce dans le diagnostic de la maladie de Fabry. Probablement. Alors, le deuxième point que tu as très bien aussi éclairé, c'est le manque peut-être de dépistage des apparentés. Ça, c'est quelque chose effectivement qu'on retrouve également aussi dans les amyloses héréditaires. On a fait un index comme ça pour regarder dans nos arbres généalogiques. On a regardé tous les apparentés de premier degré, combien avaient, dans le temps de l'analyse, qui était 4 ans, combien avaient bénéficié finalement du conseil génétique. Et notre indice était de moins de 30%, donc moins d'un tiers. Ce qui est fou, quoi. Et donc, je pense que pour le Fabry, c'est sûrement ce que tu décrivais, la même chose, mais c'est comment on peut réfléchir ensemble pour que les familles... alors qu'il y a un traitement, bénéfice évident pour les patients, enfin pour les sujets, les apparentés, comment potentialiser ça en fait? C'est une question, je vois aussi encore dans votre expérience comment vous faites, mais j'ai l'impression que l'accès au conseil génétique ou la réalisation des conseils génétiques avec les familles qui sont dispersées en France ou de par le monde, c'est finalement, on n'est pas très... successful, quoi. Et après, il y a le problème de la transition enfant-adulte. Quand on passe à l'adolescence ou qu'on a 20 ans, on n'a pas envie d'être malade. Donc, quelque part, on n'a pas envie de continuer à être suivi régulièrement, d'aller à l'hôpital. On a envie d'être un peu tranquille, et ça peut être... C'est naturel, en fait, hein, comme réflexe, on peut le comprendre. Après, comment on peut travailler, justement, pour sensibiliser... justement au suivi régulier des génotypes positifs qui n'ont pas encore exprimé la maladie, pour pouvoir mettre en place les mesures dans les temps adaptés. Je pense que via l'association de patients, on doit pouvoir faire un travail avec les centres qui prennent en charge les Fabry aussi, hein. Je pense que c'est un travail commun qui doit être monté pour pouvoir, autant auprès des patients et donc forcément un peu du grand public et des plus généraliste, à améliorer encore la sensibilisation sur l'importance du fait qu'il y a ce traitement derrière. Ce traitement qui ne va pas empêcher l'évolution de la maladie, mais qui va la freiner et qui va du coup limiter l'apparition des complications, et donc notamment cardiovasculaires. Donc une des clés pour beaucoup de choses, c'est l'association des patients. Donc il faut vraiment effectivement adresser tous les patients aux associations et les faire adhérer pour qu'ils reçoivent les informations finalement de leur... Je pense qu'il faut travailler tous ensemble, entre centres experts, la ville, les généralistes, le grand public et puis les associations. C'est un travail à mener de front. Olivier, pour partager l'expérience, je pense qu'il y a le conseiller en génétique qui peut être vraiment un très bon partenaire. En tant qu'interniste, je ne suis pas bon pour faire les arbres généalogiques, et je pense que, encore une fois, avoir accès à un conseiller en génétique, Bac+5, qui est capable de bien faire le travail, qui va resensibiliser les patients, il faudrait qu'un tel et un tel dans la famille se fassent tester, qui reviendra éventuellement, qui recomplétera, qui reverra. Je pense que c'est quelque chose de positif. Après, là où je suis tout à fait d'accord sur ce message d'humilité, c'est par rapport aux médecins généralistes. Je pense qu'en tant que spécialiste, moi je travaille à l'hôpital, je pense qu'on n'est pas très bon dans notre façon de communiquer et de tendre la main aux médecins généralistes, qui effectivement ne peut pas connaître entièrement d'accord l'ensemble des maladies rares, mais c'est à nous, à mon avis, de faire ce travail de tendre la main et d'essayer d'aider. Et on ne le fait pas bien par faute de temps, mais en tous les cas, je pense qu'il faudrait essayer de trouver des outils pour transmettre. Par rapport aux analyses génétiques, un message est entièrement d'accord sur les centres experts par rapport à cela. Il y a une dérive parfois, et je pense que c'est important pour nos auditeurs d'être vigilants par rapport à ça, sur des dépistages. C'est sûr que maintenant, on a l'idée de dépister le Fabry devant une cardiomyopathie hypertrophique. On a aussi l'idée de dépister sur un patient en dialyse sans cause connue. Et encore une fois, il y a parfois une dérive qui consiste à envoyer à l'étranger des dépistages sous forme de buvard, et en fait le problème c'est que le rendu est fait en Allemagne et en Autriche, pour ne pas les nommer. Le rendu est fait, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de service après-vente, c'est-à-dire qu'en gros on vous dit tel malade a une anomalie génétique de type A143T ou D313Y,
Je prends 2 exemples à dessein, parce que ce sont des polymorphismes fréquents dans la population générale. Et si on n'a pas l'habitude du Fabry, et si on ne va pas vers une ERCP, ou si on ne se rapproche pas d'un laboratoire expert en France, on risque de conclure à tort, avec une activité enzymatique parfois basse, à un Fabry qui n'existe pas. Et donc c'est un point de vigilance que je voulais donner à tout le monde, sur le fait qu'on a l'ensemble des laboratoires en France experts, et ils sont complètement disponibles sur les sites des centres experts, et on les tient à disposition à qui veut. C'est important, à moins de 200 ou 300 km, il y aura possibilité de faire un dépistage qui sera fait dans de bonnes conditions, et la plupart du temps, en plus, pour une activité enzymatique, il y aura non seulement une activité enzymatique qui sera faite, c'est-à-dire l'alpha-gal A, mais il y aura aussi une autre activité enzymatique qui servira de témoin pour s'affranchir d'un prélèvement fait par exemple le vendredi, et puis c'était le week-end du 11 novembre, et le prélèvement est arrivé le mardi matin, et donc du coup on a 2 enzymes à 30% qui sont simplement dus à l'erreur d'acheminement. Donc ça, c'est des messages à mon avis importants pour les gens qui sont moins sensibilisés que nous sur la forme et comment bien faire, quoi. Oui, je pense que le conseil en génétique, et en tout cas le support génétique associé à nos diagnostics, même en étant expert, est vraiment important, parce que c'est vraiment complexe. Il y a des polymorphismes, comme vous dites, il y a des variants de signification incertaine, des classes 4 qui peuvent être reclassées de signification incertaine, voire bénin par la suite. C'est des choses qui sont réévaluées. Si on ne va pas chercher l'information dans les bases de données génétiques, et donc je trouve que c'est hyper important d'avoir avec soi un conseiller en génétique, et donc, ou un généticien, qui est forcément sous l'égide d'un généticien. Et donc ça, c'est pour les cardiomyopathies hypertrophiques, dilatées, les non-compactions et la maladie de Fabry, on ne peut pas s'en passer. Je pense que, pour compléter un petit peu ce que tu viens de dire, je pense que ce qui est très important, c'est qu'il y ait des... En fait, la difficulté qu'on voit assez souvent, c'est vrai pour la maladie de Fabry, mais pas que, pour toutes ces maladies qui ne sont pas nécessairement prises en charge par les généticiens, qui ne sont pas au cœur de la prise en charge, puisque c'est plutôt pris en charge par les autres spécialistes, c'est d'avoir des conseillers en génétique ou des généticiens qui soient très proches des spécialistes. Parce que sinon, quand il y a une distance qui est souvent, c'est pas dans le même hôpital, c'est éventuellement pas dans la même ville, enfin, qu'il y a cette problématique-là, on voit bien qu'en fait, les messages qui sont donnés par les généticiens ne sont pas forcément comme... Ils ont beaucoup de messages à passer à ce moment-là sur... Vous avez la mutation, le dépistage familial, la prise en charge. Ils ne connaissent pas forcément hyper bien la prise en charge de toutes les pathologies qui sont amenées à avoir dans le cas de conseils en génétique. En fait, ça fait aussi en un seul coup trop de messages pour les patients qui ensuite peuvent avoir des difficultés à obtenir dans un délai raisonnable les examens qu'on leur a demandé de faire, qui fait que ça se perd et que, en réalité, le dépistage complet tel qu'il devrait être fait chez tous les apparentés, enfin tel que c'est recommandé, n'est pas fait. Et je pense que ça, c'est vraiment dans le parcours de soins. Je pense que quelles que soient les organisations qui sont prises, que ce soit les cardiologues qui se rapprochent des généticiens ou les généticiens qui se rapprochent des cardiologues, peu importe, en fonction des situations locales, c'est important d'avoir cette proximité-là. D'abord pour que les messages qui sont donnés soient les mêmes. Ce qui n'est pas forcément une évidence. Même quand la finalité du message est la même, quand les mots sont différents, les patients comprennent des messages différents et à la fin, ça ne marche pas. Et aussi, là pour le coup, on est vraiment dans le parcours de soins. Si le patient, on lui dit vous avez la mutation, allez voir un cardiologue, et qu'il a un rendez-vous 1 an après, c'est quand même la réalité de tous les jours. Il y a peu de chances qu'il aille à ses rendez-vous et que le bilan soit fait correctement. Et à l'inverse, si un patient lui dit vous avez une suspicion d'une maladie de Fabry, allez voir les généticiens pour avoir le prélèvement, et qu'il a rendez-vous 1 an après, ce qui est aussi quand même souvent le cas, il y a de bonnes chances que ça se perde en cours de route. Donc il y a vraiment cette proximité qui est à travailler pour que à la fin la prise en charge soit optimale. Je ne sais pas, mais enfin on essaye de l'optimiser, quoi. Je pense qu'il y a une complémentarité indispensable, et c'est vrai que moi j'ai la conseillère en génétique qui partage mon bureau, donc je pense qu'on apprend l'une de l'autre, et je pense que c'est vraiment important, parce qu'on sent bien que c'est très complexe d'un côté comme de l'autre, et qu'on ne peut pas tout maîtriser, et il y a tellement de choses qui évoluent au cours du temps en génétique que ça ne peut pas être figé.
Alors avant de conclure, deux questions du chat, peut-être réponse rapide. La première, comment mieux suivre les jeunes femmes porteuses? Quel suivi à minima tu recommandes chez les jeunes femmes porteuses? Alors, les jeunes femmes porteuses, c'est vrai qu'on dit classiquement que l'atteinte cardiologique chez la femme, elle apparaît rarement avant 35-40 ans. Mais on a de temps en temps, j'ai vu récemment une jeune femme qui à 18 ans avait une fibrose à l'IRM. Et du coup, ça me remet un petit peu en question. Sinon, je faisais jusqu'à présent un suivi tous les 2 ans quand il n'y avait aucune atteinte. Mais je pense qu'il faut avoir l'œil quand même et puis diagnostiquer, je pense, avoir un premier examen de référence un peu complet pour les patientes qui ont la vingtaine et puis pas les perdre de vue. Parce qu'on peut se dire que c'est rassurant si on a un premier examen de référence normal, mais les choses, elles peuvent apparaître entre deux. Et puis quand plus on se rapproche de la trentaine et des 35 ans, il faut être d'autant plus vigilant, répéter l'IRM, les biomarqueurs, parce que c'est ça qui va sortir en premier chez elles et pas forcément ce qu'on voit à l'échographie. Alors, il y a une deuxième question que je vais peut-être un peu élargir. Vous m'excuserez, mais c'est très spécifique avec des noms et des centres, etc. Mais c'est aux questions de la réalisation du test génétique. Je pense qu'en lisant cette question, c'est que la loi impose que le patient fasse lui-même la démarche, ou le sujet du moins, la démarche du test génétique. Et donc certains centres, visiblement, refusent que le médecin adresse les courriers des patients après l'accord du patient, etc. Ils veulent que le patient fasse lui-même la démarche de contact téléphonique. Et en fait, ce que dit le commentaire, c'est que du coup, les patients n'appellent pas parce qu'ils ne vont pas appeler des gens qu'ils ne connaissent pas. Globalement, je pense que c'est ça. Comment tu vois comment améliorer la chose? Et peut-être que la question est contournée. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est que tout cas index qu'on va diagnostiquer passera par le service de l'équipe de génétique. Et puis, on leur remet un petit listing avec les contacts pour pouvoir avoir directement le numéro de téléphone du secrétariat de génétique et pouvoir... Pour les apparenter, ouais. Pour les mais apparenter. Le problème, c'est qu'effectivement, il faut toujours que les apparentés appellent. Et ça, c'est incontournable. On ne peut pas le faire à leur place non plus. Voilà. Non, mais c'était la question, effectivement. Et c'est la loi, ils doivent appeler eux-mêmes dans le cadre d'un conseil génétique. Ils doivent appeler eux-mêmes et prendre le rendez-vous eux-mêmes. Et ça, malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Donc, s'ils ne le font pas, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment motivés. Il faut réussir à les motiver. Pas prêts, en fait, psychologiquement, peut-être à avoir l'information de s'ils sont à risque ou pas, en fait.